Astana, au Kazakhstan. Le professeur Alpha Condé prend part au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. En économie, nous parlerons de la rareté des petites coupures sur le marché guinéen et l'impact des fluctuations sur le marché international par rapport au franc guinéen. Et puis nous suivrons à Mamou la mise en place du comité de pilotage du projet de renforcement de gouvernance migratoire. Encore une fois, bienvenue à tous. Au terme de son séjour de travail en Chine, le président de la République a mis le cap sur Astana, au Kazakhstan. Le professeur Alpha Condé prend part aux travaux du sommet de l'Organisation de la coopération islamique. La rencontre est axée sur la science, la technologie et l'innovation. Le sommet a également évoqué l'avantage du numérique dans la société. Sanassi Keita, bureau de presse de la présidence de la République. Les travaux du sommet de l'OCI, Organisation de la coopération islamique, axés sur la science, la technologie et l'innovation, se sont ouverts ce dimanche 10 septembre 2017 à Astana, la capitale du Kazakhstan. Le président en exercice de l'Union africaine énumère déjà les difficultés qui traversent le continent en ce qui concerne surtout la science, la technologie et l'innovation. L'Afrique peine à suivre la cadence imposée par les pays de l'hémisphère nord en ce qui concerne le développement numérique. Il se trouve qu'à l'aube de cette quatrième révolution industrielle, moins de 1% des connexions haut débit fixes mondiales sont en Afrique. Ce constat est décevant, surtout qu'il s'agit de résultats de plus de 20 années d'initiatives engagées à travers tout le continent. Les raisons variantes de pays en pays, mais plus globalement, peuvent être classées en deux catégories. Le contexte socio-économique, notamment le faible niveau de vie, l'instabilité politique. Ensuite, la mauvaise gouvernance des projets, le faible investissement sur la formation, ainsi que le développement des compétences et la mauvaise régulation des marchés. Un redressement reste possible et envisageable. L'innovation numérique est une chance, une réelle opportunité pour l'Afrique. Elle est même indispensable, surtout face aux énormes défis du continent. Concernant le rôle et l'avantage du numérique dans la société, le président Alpha Condé rassure. Le numérique peut réduire les coûts, améliorer la transparence, la gouvernance et réduire la corruption. Le numérique peut également faciliter l'accès à d'autres marchés, améliorer l'efficacité opérationnelle et ajouter de l'intelligence dans le processus de prise de décision dans tous les secteurs économiques. L'Afrique devrait compter une population de plus de 2 milliards à l'horizon 2050, avec un taux d'immigration qui augmentera de 50% et surtout une population très jeune. Le défi est donc immense, mais aussi c'est une grande opportunité qui fait de l'Afrique l'avenir de la science et de la technologie pour cette humanité que nous avons décidé de partager au profit des prochaines générations. Il est vrai que l'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles du fait de l'esclavage, mais la jeunesse africaine a montré aujourd'hui qu'elle est capable d'être de plein pied dans la 4e révolution qui est la révolution numérique. Nous nous félicitons donc que le monde islamique ait pris clairement conscience de la nécessité que nous devons nous engager à fond dans le développement des sciences et des technologies. Et nous félicitons encore le président du Kazakhstan d'avoir organisé ce sommet. Merci. Juste après cette réunion de l'OCI sur la science, la technologie et l'innovation, le président de la République a rencontré son frère et ami, le président de la Turquie. Professeur Alpha Condé et Recep Tayyip Erdogan ont eu un entretien fructueux qui a duré une 40aine de minutes. Entretien qui a gravité autour de plusieurs questions d'intérêt commun entre Ankara et Conakry, notamment l'énergie, l'agriculture, le transport et la formation. Les deux présidents comptent ainsi renforcer leur coopération dans ces domaines dans le but de faire de l'axe Conakry-Ankara un modèle de développement réussi. Peu après cet entretien, le chef de l'État a reçu en audience le président de la Banque islamique de développement. Les questions de financement des nombreux projets de développement comme l'hôpital d'Onka, la cité Ouaf Guinée étaient au menu de ces échanges entre les deux personnalités. À Conakry, dans l'actualité sanitaire, la Guinée vient de célébrer la journée
nationale du cerveau. Placée sous le thème des accidents vasculaires cérébraux, cette commémoration a permis aux chercheurs enseignants et médecins d'échanger sur les techniques de lutte contre ces pathologies. Par la même occasion, ils ont procédé à la présentation des résultats enregistrés dans cette lutte. Plus d'informations avec ça Amara Tolno. Les pathologies du cerveau représentent une cause majeure de mortalité et de morbidité dans les pays en voie de développement. En Guinée, ces affections sont les causes de 56% des cas d'hospitalisation dans les services de neurologie avec 38% de décès. En réponse à cette préoccupation, les spécialistes de lutte contre ces maladies se retrouvent. La réflexion porte sur les moyens de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. Cette journée a un double intérêt. Le premier, c'est d'abord la formation. Parce que nous sommes dans un contexte où la mortalité est devenue très élevée. La mort est un peu devenue normale dans nos hôpitaux et 30,8% des décès à Ignace Dine sont dus aux AVC. Donc en tant qu'un des responsables du service de neurologie, notre objectif est de nous remettre en question et aussi de former les plus jeunes à une meilleure prise en charge des accidents vasculaires cérébraux pour diminuer la mortalité, mais aussi pour diminuer le handicap. Et le second intérêt, c'est de faire de la sensibilisation des masses pour que les gens soient plus focalisés sur la prévention. Parce que souvent, on attend que les gens soient paralysés, ils restent chez eux plusieurs jours avant de venir à l'hôpital. Donc ce qu'il faut, c'est que les gens viennent tôt. Pour limiter ces maladies, plusieurs travaux de recherche sont réalisés en Guinée ces dernières années. Des études dont les résultats sont partagés au cours de cette journée nationale du cerveau. Mon exposé a porté sur les arguments cliniques et paracliniques de diagnostic des AVC. Donc il s'est agi de parler de la clinique, comment est-ce qu'un malade AVC se présente devant le médecin, qu'est-ce qu'il faut rechercher donc au niveau de l'interrogatoire du malade, mais aussi de son entourage, parce qu'il peut arriver que le malade ne soit pas conscient ou bien qu'il soit aphasique, qu'il ait un trouble du langage et qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Dans ce cas, on se réfère à l'entourage pour nous expliquer quels sont les problèmes qui sont rencontrés au niveau du malade, comment sont survenus ces problèmes-là, dans quel contexte et quel est le terrain, les comorbidités. Ma présentation porte sur les états de mal épileptique et accidents vasculaires cérébraux, donc les états de mal épileptique qui surviennent après un accident vasculaire cérébral. C'est une étude que nous avons faite à partir d'une base de données qu'on avait sur les états de mal épileptique. Donc on a ressorti les états de mal épileptique de cause vasculaire et on a analysé les données sociodémographiques, cliniques et paracliniques. Le but c'est vraiment d'attirer l'attention des gens, de leur dire d'y penser en cas de trouble de la conscience chez un patient qui vient de faire un AVC, donc, et surtout de mettre le point sur la prise en charge. C'est une urgence qui doit être traitée. Malgré ces avancées dans la recherche, la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux constitue un véritable défi pour la plupart des structures sanitaires du pays, faute de matériel adéquat. Autre célébration, nous sommes le 10 septembre et c'est la journée mondiale des premiers secours. En Guinée, l'événement est marqué par plusieurs démonstrations des volontaires sur les gestes qui sauvent. La commémoration est placée sous le signe « La Croix-Rouge est au service de la communauté ». Habib Thiam, Aboubakar Sidek Souma. Ce n'est pas un accident, encore moins des crises, mais une simple simulation. Le geste traduit la journée mondiale des premiers secours, célébrée pour la première fois par la Croix-Rouge guinéenne. Une première qui nous permettra de regarder dans les rétroviseurs et de réajuster, si nécessaire, nos planifications futures afin de répondre aux besoins urgents de l'humanité et revisiter nos priorités institutionnelles et opérationnel. L'objectif général consiste à faire mieux comprendre le rôle crucial des premiers secours, tant dans la vie courante que dans les situations d'urgence. Le Japon est un des grands pays spécialisés dans la notion de secours. Avec sa représentation diplomatique, le pays réaffirme son attachement à cette mission humanitaire des plus délicates. Je souhaite très vivement que vous appreniez des petits gestes pour sauver la vie en apprenant moyens de premier secours. Si quelqu'un tombe malade à cause de maladie cardiovasculaire, par exemple, si vous savez le geste de premier secours, vous pourriez
sauver la vie des gens. L'expérience de ce matin démontre une certaine maturité des Guinéens dans le volontariat. Cette fois-ci, on a essayé de prioriser la formation du grand public, qui est vraiment la communauté. On a pris comme exemple les taxis-motos. La Croix-Rouge guinéenne développe des activités de formation gratuites au grand public. Cette année seulement, nous sommes déjà à 600 et quelques personnes déjà formées dans ce domaine. Dans les sociétés minières, le secteur des transports et plusieurs autres milieux, l'assistance aux personnes en danger a permis de sauver des centaines de vies. Nous allons fermer ce volet santé avec la célébration des 30 ans du dispensaire Saint-Gabriel de Matoto. Depuis 1987, ce centre de santé est au service de la population et offre des soins accessibles à moindre coût. La cérémonie a été présidée par son éminence Robert Cardinal Sarah, Marie-Angélique Bangora, Abraham Christophe Conti. C'est le 30e anniversaire du dispensaire Saint-Gabriel de Matoto. Un service qui intervient dans le traitement de plusieurs pathologies en Guinée. Depuis sa création en 1987, cette structure sanitaire accueille plus de 100 000 patients par an, parmi lesquels 15 000 dépistages du VIH-Sida, 1600 accouchements et d'autres traitements du paludisme, de la drépanocytose et des brûlures. 30 ans d'existence, c'est un bail, un bon bail, on va dire, mais il reste encore beaucoup à faire, notamment dans le domaine de la maternité. On sait que nous devons acquérir un centre d'échographie, parce que c'est ce que nous n'avons pas encore, mais mon successeur qui est arrivé là va l'an prochain faire l'étude qu'il se faut pour obtenir un partenaire et avoir un centre d'échographie ici. Composé de la communauté de l'Emmanuel, de Fidesco, mais aussi d'une vingtaine de Guinéens, les travailleurs ont pour mission de servir les plus démunis. Vivre ces 4 piliers est véritablement un témoignage pour le monde. Et ce témoignage est prophétique, en particulier dans le contexte actuel mondial. Je souhaite également au dispensaire de rester profondément enraciné dans le service de l'Église en participant à sa mission. À travers cette fête, l'association Handicapables véhicule son message sur les difficultés auxquelles sont confrontés les handicapés, notamment leur prise en charge. Un message bien cerné par son éminence, Robert Cardinal Sarah. Vous avez dit vous-même que vous êtes comme tous les hommes, toutes les femmes de Guinée. Vous êtes des personnes humaines et je voudrais ici humblement vous promettre que je penserai spécialement à vous de façon concrète à travers le dispensaire de Saint-Gabriel. À l'occasion des 30 ans du dispensaire Saint-Gabriel de Matoto, une messe est célébrée à la paroisse Sainte-Rita de Sangoya. Parmi les fidèles, une des anciens travailleurs, Véronique, se souvient de ses 17 ans de service passés au compte de ce dispensaire. Le travail de Saint-Gabriel m'a aidé. Je ne me suis pas sortie de Saint-Gabriel avec beaucoup d'argent, mais j'ai quelque chose dans la tête. Parce que je fais aujourd'hui quelque chose de miraculeux. Les accouchements, sans problème. La consultation prénatale, il n'y a pas de problème. La vaccination et la nutrition. À rappeler que le dispensaire Saint-Gabriel de Matoto a été implanté grâce à l'apport du cardinal Robert Sarah, archevêque d'alors de Conakry. En rehaussant de sa présence cet événement, il apporte ses encouragements aux agents de santé engagés à sauver des vies humaines, mais également permettre aux populations d'accéder à des soins de qualité à moindre coût en Guinée. Anniversaire à Saint-Gabriel. Ce fait de société à présent, l'obtention des petites coupures est un casse-tête pour les usagers de la route et les marchands. Une inquiétude chez certains Guinéens qui se demandent même sur l'avenir de leur monnaie. Des facteurs suscitent cette question, dont entre autres la rareté des petites coupures et l'impact des fluctuations sur le marché international par rapport aux francs guinéens. Explication, Babou Bakar.
La problématique des petites coupures de billets de banque et jetons est devenue très préoccupante en Guinée. Les usagers de la route, les chauffeurs de taxi et les marchands de condiments dans les marchés se plaignent de la rareté de cette catégorie de billets. La monnaie est telle que difficile, quoi. D'avoir la monnaie telle que difficile, c'est 500. Là, on avait 500 seulement. Il n'y a pas 100 francs, il n'y a pas 200, il n'y a pas 300. On ne peut pas manger ça. Et ni 50 aussi encore. On souffre un problème de monnaie, nous aide beaucoup, aidez-nous beaucoup. Le gouvernement n'a qu'à nous mettre secours, on peut gagner la monnaie. Il n'y en a pas. C'est 10 000, 20 000. C'est ça seulement avec 5 000. Si tu vas aller pour chercher la monnaie, ils vont te donner 4 000. Tu donnes 5 000, ils te donnent 4 000. Au niveau du système bancaire, les guichets sont bien fournis et à la Banque centrale, 3 guichets ont été ouverts depuis 1 an pour répondre aux besoins des citoyens. Le problème devrait alors se situer au niveau des procédures liées à la circulation des billets de 100, 500 et jetons de 25 et 50 francs qui, dans la plupart des cas, sont rejetés par les clients des banques qui se plaignent du poids et de la qualité de cette catégorie de monnaie. Le problème de petites coupures est un problème réel. Mais il est réel pas parce qu'il n'y a pas de petites coupures à la Banque centrale. La Banque centrale dispose de beaucoup de petites coupures. Mais il est réel parce qu'il y a un déficit de circulation entre la Banque centrale et le paysan de mon village. Parce que quand la Banque centrale sort des petites coupures et remet aux banques, les banques payent à des clients. Souvent, les clients qui sont dans les banques sont de gros clients qui prennent 50 millions, 100 millions. Quand ces gens-là sont au guichet, on leur met des petites coupures, ils restent même au guichet, ils refont des bordereaux de versement, ils reversent les petites coupures. Ils n'en ont pas besoin. Les banques n'arrivent pas à écouler les petites coupures. Voilà le problème qui se pose. Face à cette situation, la Banque centrale pourrait introduire ces billets et jetons prochainement dans les salaires des fonctionnaires. D'autre part, on observe depuis quelques mois que les monnaies étrangères, notamment l'euro et le dollar, s'apprécient de plus en plus par rapport au franc guinéen. Ainsi, les taux de change grimpent progressivement. C'est des moments de fluctuation et c'est cyclique. À un moment ça baisse, à un moment ça monte. Quand ces devises sont en baisse, notre monnaie s'apprécie. Quand ces devises montent, notre monnaie se déprécie. C'est un fait normal, ça se passe comme ça dans tous les pays. De nos jours, le taux appliqué à la Banque centrale est supérieur à celui des bureaux de change de 2%, ce qui est nouveau. Un taux qui reste cependant conforme aux clauses avec le Fonds monétaire international. Dans la ville Carrefour à Mamou, l'heure est à la mise en place du comité de pilotage régional du projet de renforcement de gouvernance migratoire. Il s'agit pour les participants d'examiner les rôles et les responsabilités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet en vue de faciliter la coordination technique et opérationnelle des activités du projet. Mamadou Patebalde, RTG Mamou. Aujourd'hui, la Guinée est parmi les 14 pays africains les plus affectés par l'immigration clandestine. La ville Carrefour Mamou est citée comme une plaque tournante à cause de l'existence d'un grand nombre de passeurs. Les facilitateurs, ceux qui veulent aller, ils demandent comment partir. C'est des gens qui le disent ici, venez, moi je peux vous envoyer par route, par avion, par montée descendre. C'est faux, ils viennent, ils les mettent à 2 heures. C'est des gens-là qu'il faut rechercher et sanctionner. Dès que le point là est sanctionné, il y aura plus quelqu'un qui va bouger ici pour aller. Les occasions, on sensibilise les parents, on sensibilise dans le mosquée. Chaque fois que nos enfants se noient, meurent dans le désert, ils se noient en mer ou meurent dans le désert, lors des condoléances, nous parlons aux parents. De gérer leurs enfants, de les garder, de s'occuper d'eux, de faire tout faire pour qu'ils ne partent pas. Dans la lutte contre le phénomène, le gouvernement guinéen bénéficie du soutien de l'Organisation internationale pour l'immigration et de l'Union européenne. Un projet de renforcement de la gouvernance migratoire et de réintégration durable des migrants guinéens en Mamou permettra de combattre le fléau. Le projet renforcement de la gouvernance migratoire et support à la réintégration socio-économique des Guinéens du retour va s'atteler sur 4 axes. Le premier axe sera le renforcement des capacités des structures étatiques en charge de la question migratoire. Il y aura la question d'élaborer un guide national sur la réintégration socio-économique des retournés. Il y aura la formation des agents de la sécurité, la défense et pour le contrôle routier ou le contrôle frontalier. Il y aura
le renforcement des capacités et de comités au niveau du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger pour qu'ils puissent gérer les questions migratoires et encadrer l'apport de la diaspora guinéenne ici et faciliter leur identification. Financé par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne à hauteur de 5,4 millions d'euros pour une durée de 3 ans, ce projet permettra à la Guinée de faire face à l'épineuse question de migration clandestine dans le pays. La mise en œuvre d'un projet d'une envergure nationale comme celui que nous réunissons ici aujourd'hui nécessite des démarches et des outils efficaces permettant à l'État guinéen, qui est le bénéficiaire du projet, d'orienter et de cadrer l'exécution des activités. À l'issue de cette réunion, un comité de 19 membres a été mis en place. Son objectif est d'assurer l'orientation stratégique et technique dans le cadre de la mise en œuvre du projet. C'est une bonne nouvelle pour l'université Roi Mohamed VI. Elle vient de bénéficier, cette université, de 12 bourses pour ses étudiants. Après le test de sélection, ces boursiers ont quitté Conakry pour le Maroc pour un stage pratique d'1 mois. Un stage qui leur permettra de renforcer leurs connaissances théoriques. Saint-Martin, Fansinadounou. Depuis 3 ans, l'université Roi Mohamed VI de Conakry et l'Institut polytechnique du même nom de Kamsar bénéficient de bourses de leurs partenaires marocains. Cette année, 12 étudiants feront 1 mois de stage pratique à la Polyclinique de Rabat, à la Banque Stodi de Rabat, au bureau Hashtag et à la Banque marocaine de commerce et d'industrie de Casablanca. Parmi eux, 4 sont issus du professionnel. Ils vont représenter presque leur université, mais derrière ça, ils vont représenter la Guinée. Donc pour moi, c'est vraiment en tout cas quelque chose de grandiose. En fait, des étudiants qui vont vraiment apprendre d'autres cultures, qui vont être dans d'autres milieux de travail, qui vont vraiment être avec des véritables professionnels. Ces étudiants, une fois au Maroc, ils viennent s'enquérir, ils viennent lier la théorie à la pratique. Non seulement c'est un voyage de découverte pour ces jeunes, mais aussi un voyage d'études. Loin d'être un simple voyage pour ces boursiers, c'est un nouveau défi qui se pose à eux, celui de représenter dignement leur pays dans les épreuves de terrain. Ils comptent sur les connaissances acquises ici et leur savoir-faire. La coopération entre l'université Roi Mohamed VI et celle marocaine offre un pas de plus aux étudiants. Ça apporte un plus à ma formation parce que déjà à l'université on fait la théorie avec un peu plus de pratique, mais là-bas ça sera aussi un pas vraiment pour ma formation et j'espère être à la hauteur. Ça me va droit au cœur de revenir pour servir mon pays parce que je pars pour autre formation encore, pour augmenter la connaissance que j'ai acquise ici. Le voyage et le séjour de ces étudiants boursiers au Maroc sont pris en charge par leurs fondateurs. Pendant 1 mois, ils seront hébergés par l'ENIM de Rabat, l'une des universités partenaires de l'URM6. Média, la radio Soleil FM connaît actuellement une interruption de ses programmes. Pour cause, les installations ont été endommagées par un vent violent dans la nuit du vendredi. En attendant la reprise effective, les techniciens sont à pied d'œuvre pour assurer le service minimum. Younoussa Tawel Kamara, Lansana Kamara. Installée à Lambanyi, commune de Ratoma, il y a seulement 3 mois, la radio Soleil FM 93.5 n'émet pas depuis quelques jours. Le vent violent survenu à Conakry dans la nuit du vendredi à samedi a causé d'énormes dégâts sur les installations de cette radio privée. On était en train de diffuser des émissions d'un seul coup, pas de 21h30. On a entendu notre antenne tomber d'un seul coup. À ce moment, on est remonté voir. On a vu directement c'était tout le pylône qui était à terre. Les dégâts matériels ont été causés. En tombant sur la maison des voisins du quartier, ce pylône de 24 mètres de hauteur a causé d'énormes dégâts matériels. En attendant, les techniciens sont mobilisés pour installer une antenne provisoire de 6 mètres afin d'assurer le service minimum pour soulager les auditeurs de Lambanyi. Faire une journée sans radio, c'est priver les auditeurs. Mais nous allons essayer de faire le minimum
pour faire un service en attendant que le reste du pylône ne soit conçu d'abord. Donc c'est pourquoi vous nous avez vu sur le pylône, on a envoyé une barre qu'on doit loger dans le reste, dans le pied du pylône, pour pouvoir avoir 2 à 3 antennes pour émettre en attendant que les autres pylônes ne soient finis de compenser. Ça ne pourra pas faire plus de 2 semaines, hein. On pourra satisfaire les auditeurs. Créée depuis 2006, la radio Soleil FM 93.5 emploie beaucoup de jeunes journalistes du pays. Et puis, dans le pays profond, une nouvelle mosquée pour les fidèles musulmans de Kankiradou, sous-préfecture de Biskirima, dans Dabola. Cette maison de Dieu peut accueillir jusqu'à 500 fidèles. C'est une réalisation des fils ressortissants de la localité située à 41 km de Dabola-Ville. Suivons la cérémonie d'inauguration avec Aboubakar Gabi et Adama Traoré. À l'image des autres contrées de la préfecture de Dabola, les fils ressortissants de Kankirabou viennent d'offrir cette nouvelle maison de Dieu à la terre de leurs ancêtres. Le coût de réalisation s'élève à plus de 900 millions de francs guinéens. Une manière pour les fils ressortissants de renforcer les acquis de l'islam dans ce village. La mosquée est faite, est construite. Nous avons besoin également de postes de santé pour la bonne santé de la population des villages. Et puis nous encourageons tous les ressortissants résidents à l'intérieur du pays, à l'extérieur, à redoubler d'ardeur pour la bonne cause de notre village. Le coût de la réalisation a été 920 millions de francs guinéens. Tout a été investi par les fils des ressortissants et natifs de Kankirabou. Il peut y avoir quelques demandes justement, coup de main ailleurs, mais justement pour témoigner leurs sentiments et leur satisfaction pour la construction de la mosquée. Ça, c'était mon volonté depuis au début. Ça, j'ai pensé ça depuis là. Je dis, dès que le bon Dieu va m'aider à gagner quelque chose, je vais réaliser quelque chose pour le Dieu, pour aider notre bel village. C'est le préfet de Dabola qui a présidé la cérémonie d'inauguration. Satisfaits de cette action des fils du terroir, les autorités ont invité les uns et les autres à veiller à l'entretien de l'édifice. La grande mosquée de Kankirabou, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays. Et ça, c'est grâce à la vision et à la politique du professeur Alpha Condé. Cette ouverture a permis aux jeunes ressortissants de Kankirabou de bâtir un bâtiment, comme vous le voyez. Toute la population de Dabola est très très contente. Et prie le Tout-Puissant qu'il donne longue vie à leur cher et bien-aimé président de la République, Alpha Condé. Je suis contente, très très contente, parce qu'il y a une nouvelle mosquée ici maintenant. Je ne vais pas prier dans la maison maintenant. Désormais, je vais prier dans la mosquée. Je suis contente, vraiment. À l'occasion, la prière du vendredi dans cette mosquée, pouvant accueillir plus de 500 fidèles, a permis de formuler des vœux pour la paix, l'unité nationale et la solidarité. Et puis, c'est la consternation au sein du parti RPG Arc-en-Ciel suite au décès de Mohamed Douti Oularé le vendredi dernier. Ancien président du Bureau national des cadres, ancien préfet de Kouroussa, Feu Douti Oularé a été également membre du comité central et du bureau politique national. Le récit avec Abraham Christophe Conté et Valérie Talimane. Dans ce cercueil, la dépouille mortelle de Mohamed Lamine Oularé Douti. Ancien président du Bureau national des cadres du RPG Arc-en-Ciel, ancien préfet de Kouroussa, Douti est un militant engagé pour la cause du RPG Arc-en-Ciel. Ici au siège du parti qu'il a servi avec loyauté, de nombreux compagnons, sympathisants et membres du gouvernement sont venus lui rendre un dernier hommage. Au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, je voudrais présenter mes plus sincères condoléances à la famille éplorée. Dans la vie, il est important de laisser un héritage. Il est important de s'engager et de poser des actes. C'est donc le lieu pour nous tous de la jeune génération de nous inspirer de ces hommes et de ces femmes-là, grâce auxquels aujourd'hui nous sommes tous ici réunis, qui ont permis au professeur Alpha Condé d'accéder à la magistrature suprême. On ne peut pas se réjouir d'une perte, mais lorsque nous voyons
tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, je crois que votre cœur peut être apaisé. Donc, je voudrais prier le Tout-Puissant pour qu'il accueille M. Mohamed Douti Oulare dans son paradis éternel. Et que la terre de cette Guinée qu'il a tant aimé et servi lui soit légère. Un groupe de jeunes, vraiment, qui étaient là à côté, engagés aux côtés du professeur Alpha Condé. Nous étions donc en contact, nous avions les informations qu'on donnait. Ce que je veux dire, c'est que Douti a toujours été un homme intègre, engagé. Quand il dit nous sommes ensemble, vous pouvez compter sur lui. Il a assumé donc différentes responsabilités. Il s'est toujours battu pour les idéaux du RPG Arc-en-Ciel. Il s'est toujours battu pour la promotion de ce parti. Et aujourd'hui, il est mort de l'arme en main. Engagé. Si vous cherchez d'outils, s'il n'est pas au bureau, si vous venez au siège, vous le trouverez. C'est la tristesse et la consternation chez les parents et proches du défunt. Pour eux, cette mort tragique crée un vide dans la vie de la famille. Tu fus un ami intime, un collaborateur, un conciliateur, un rassembleur au sein du Bureau national des cadres. On nous appelait à des moments donnés les trios. Le feu, c'est Konaté, toi de tout Koulare, et moi-même. Partout où on voyait l'un, on voyait les deux autres. Tu as bâti le Bureau national de cadres et tu as recruté les cadres un peu partout, même dans l'administration de l'État. Les cellules des cadres étaient implantées un peu partout, grâce à ta sagacité. Douti, tu t'es engagé dans le RPG. Nous avons su qu'il était encadré, et très bien encadré, aimé et très bien aimé. Merci à vous. Après de si éloquents témoignages, discours et présentations, la famille n'a plus rien à vous dire. Vous l'avez si bien présenté, vous l'avez si bien remercié, que c'est à la famille de vous dire merci. Je vous confie la famille. Douti Oulare est parti en laissant derrière lui 2 vœux, 6 enfants ici présents. Je demande à tout le monde, tous ceux qui l'ont côtoyé, aimé, approché, travaillé avec lui, de m'aider à les protéger. À ses enfants, à ses frères. Né en décembre 1945 à Farana, jusqu'à ce jour, membre du conseil d'administration de l'entretien routier, Douti Oulare va regagner ce dimanche sa ville natale, où il reposera désormais. Il laisse derrière lui 2 femmes et 6 enfants. Père l'âme de l'illustre disparu, mesdames et messieurs, cette page noire met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. À bientôt.